Alors, le manifeste d'attaque, que tout le monde connaît, hein, dans sa forme 4 pages ici, s'intitule Manifeste altermondialiste. Hein. Bon, c'est aussi un manifeste dont on peut dire qu'il est antilibéral. Et d'ailleurs, les couleurs sont annoncées très très vite, puisque, on voit le sous-titre ici, abattre les 7 piliers du néolibéralisme. Hein. Alors, bon, l'ensemble de l'argumentation est très bâti hein, sur cette idée de lutte, de résistance contre le néolibéralisme. D'abord, première chose, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme? Le néolibéralisme, on commence à le savoir au sein d'Attaque. Bon, c'est une nouvelle phase du capitalisme depuis environ 25 ans. Alors, ces caractéristiques, on les connaît. Hein, c'est une nouvelle façon pour le capitalisme de fonctionner. Hein, et dans laquelle tout un ensemble de mécanismes, de dispositifs ont été mis de façon très claire au service d'une chose qui est finalement les revenus, disons, des classes les plus favorisées. Hein. Bon, c'est un peu brutal de dire les choses comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Le néolibéralisme, ça veut dire, dans ses finalités, des dividendes, une bourse qui s'envole. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que ça a bien marché depuis une vingtaine d'années, malgré l'inévitable crise, bien entendu, de temps à autre, mais enfin, globalement, une ascension formidable de la bourse. Cela veut dire, ou cela a voulu dire pendant très longtemps, des taux d'intérêt très élevés. Ça, ce sont des finalités. Et donc, tous les revenus de ce qu'on peut appeler le capital hein, ont formidablement augmenté avec le néolibéralisme. Mais ces moyens, eh bien, ces moyens, ce sont d'abord une nouvelle manière de gérer les entreprises. Et pour arriver à ces buts que je viens de décrire, comment peut-on gérer les entreprises? Eh bien, on va les gérer en faisant de la rentabilité des entreprises un objectif absolu, quels que soient les coûts, hein, et aussi en utilisant les profits sous forme de distribution de dividendes. Aussi avec des taux d'intérêt élevés, donc ça veut dire d'un côté que ceux qui ont la capacité d'avoir des titres, de prêts, des obligations par exemple, reçoivent des intérêts élevés. Hein, ça veut dire aussi que ces entreprises doivent payer ces intérêts, ce qui bien entendu n'est pas du tout favorable à l'investissement. Cela veut dire contrôler le coût du travail. Tout le monde le sait bien, les pouvoirs d'achat depuis 25 ans augmentent très particulièrement lentement. Et dans le coût du travail, on peut inclure la protection sociale, donc essayer constamment de réduire justement cet effort de protection sociale, tout ce qui avait été mis en place dans la période de l'après-guerre. Et bien, donc ça ce sont des aspects, peut-on dire, que l'on constate dans un pays, mais il existe une autre dimension qui est la dimension internationale. Cette dimension internationale est très importante, c'est pour ça qu'on parle souvent de la mondialisation néolibérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la mondialisation, c'est un phénomène très long, historique, hein, qui n'a pas cessé de se développer. Je ne sais pas si c'est beaucoup accéléré avec le néolibéralisme, mais en tout cas, il revêt des formes nouvelles. Hein. Et là, il y a deux aspects, bien entendu, qui sont premièrement l'ouverture des frontières commerciales. Ça veut dire la capacité de faire du commerce, d'importer, d'exporter, hein, et cela entre des pays qui peuvent être des pays complètement différents, comme les États-Unis, le Guatemala, je ne sais quoi. Hein, tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement, on va tenter d'ouvrir les frontières commerciales. Hein. Il y a un deuxième aspect qui est très important aussi, qu'on appelle quelquefois la mobilité des capitaux. C'est-à-dire les capitaux peuvent entrer, sortir, il n'y a pas de restriction d'un pays à l'autre, hein, qu'il s'agisse de faire des investissements, de rapatrier des bénéfices. Hein. D'une certaine façon, donc c'est un peu le terrain de chasse des sociétés multinationales qui s'étend graduellement à l'ensemble du globe. Hein. Alors ça sert à quoi? Eh bien, ça sert, hein, par exemple, à aller investir dans des endroits où le coût de la manœuvre est très faible. Hein. Alors l'exemple, on cite toujours évidemment, c'est celui de la Chine. Hein. En plus, la Chine a un taux de change extrêmement faible, hein, ce qui lui permet de vendre une main-d'œuvre qui est déjà très bon marché et de la vendre encore meilleur marché grâce à un taux de change peu élevé. Hein.
Et bon, les conséquences, on les connaît, c'est-à-dire en dehors du fait que, qui est déjà très important en soi, que la production, une partie de la production peut se faire sur le territoire chinois, ce processus aboutit à une mise en concurrence de tous les travailleurs du monde, hein, puisque eh bien, la menace de l'investissement à l'étranger, la menace de la délocalisation est toujours là. Hein, eh bien, comment comparer des coûts salariaux, des coûts du travail en France avec des coûts du travail en Chine? Ça, c'est vu du centre, entre le centre et la périphérie, mais aussi comment bon, ce même type de concurrence a lieu entre des pays de la périphérie ou du tiers-monde ou du Sud, comme on veut les appeler, puisque les pays d'Amérique latine, par exemple, se trouvent confrontés à ce problème de la concurrence de la production en Asie, soit en Chine, au Vietnam ou dans d'autres pays. Hein. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect économique du néolibéralisme. Derrière cet aspect économique, ou avec cet aspect économique, s'articulent beaucoup d'autres dimensions qui sont des dimensions politiques, hein, la façon dont nous sommes gouvernés, hein, à l'intérieur de chaque État. Aussi des dimensions qu'on peut qualifier de politiques au plan mondial, hein, des choses comme l'ONU, des choses comme le FMI, hein, tout ça s'articule. Alors, dans cet ordre néolibéral, bien, il y a une rupture très très forte, bien entendu, par rapport à la période de l'après-guerre, hein, qui était une période bon, qui avait beaucoup de défauts, mais qui avait aussi certaines qualités en termes de progression de pouvoir d'achat, en termes de protection sociale, en particulier dans nos pays. Hein. Mais l'aspect antilibéral d'Attac, c'est pas simplement et de bien d'autres mouvements antilibéraux, c'est pas simplement une nostalgie par rapport à ces décennies de l'après-guerre. Hein, parce que d'abord, il faut innover, parce que le monde change d'une manière générale, et aussi parce que cette période avait ses défauts, et défauts énormes. Par exemple, eh bien, on se souciait extrêmement peu de l'environnement. Et toute la période de croissance de l'après-guerre a été une période de destruction de la planète. Évidemment, le néolibéralisme a continué à s'inscrire dans cette logique. Et puis aussi, ces décennies étaient des décennies, sur le plan mondial, assez redoutables, hein, avec les guerres, par exemple, d'indépendance des colonies françaises, avec une guerre terrible comme la guerre du Vietnam, etc. Donc il ne faut absolument pas idéaliser ce passé. C'est bien pour ça qu'un document comme le Manifeste, hein, un document antilibéral, ne peut pas simplement se définir comme un retour à des pratiques antérieures au néolibéralisme, mais il est porteur d'une capacité énorme d'innovation, d'aller plus loin, de ne pas rentrer dans toutes ces insuffisances, défauts de la période antérieure. Alors globalement, ça fait énormément de choses, je n'ai pas parlé de tout, hein, mais c'est bien ça le premier titre du manifeste, c'est-à-dire un manifeste altermondialiste. Et altermondialiste, ça veut dire changer le monde, et c'est beaucoup.